They gave him that cold bath the last time. Fenerbahçe Beko Istanbul are the 2025 Turkish Airlines EuroLeague champions. It is unconfined joy. Salut à tous, on sort d'un live exceptionnel de 3 heures qui nous a donc amené à la victoire du Fenerbahçe contre Monaco. Ça y est, on connaît le vainqueur de l'Euroleague 2025. Pour m'accompagner pour ce mini débrief après match, il y a Lucas qui était déjà là sur le live. Lucas, comment ça va ? Très bien, je n'ai littéralement pas levé mes fesses du siège. C'est clair pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Ça va très bien. Comme je viens de l'indiquer, ça y est, la saison est terminée. Le match a fini il y a peut-être un quart d'heure déjà. Victoire du Fenerbahçe, comme on le disait, sur le score de 81-70. Avant de débriefer un petit peu cette rencontre, merci à vous d'être passé sur le live, d'avoir communiqué avec nous, d'avoir échangé. Et surtout, n'hésitez pas, pour ceux qui ne seraient pas encore de l'aventure, à aller checker nos réseaux, à aller laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner, surtout partout. Même si la saison est terminée, nous, on va encore envoyer pas mal du de charbon contenu sur l'été. durant l'été. Lucas, le match en lui-même, qu'est-ce que tu en retiens principalement? Si tu devais nous le résumer en quelques phrases, qu'est-ce que tu retiens de cette finale? Que c'était une finale inattendue, que c'était une finale intrigante parce qu'elle était inattendue et parce que d'un côté on avait une équipe qui avait gagné qu'une seule fois l'Euroleague, qui l'a gagné en 2017 et qui depuis un long moment traîne des pieds pour essayer de la gagner, et de l'autre côté une équipe fraîche de son histoire qui grimpe les escaliers, les étapes une par une pour finalement arriver à la plus haute des marches en s'étant défaite du grand favori. Donc c'était vraiment une finale hyper ouverte. C'est ce que je retiens sur l'avant-match, et sur la rencontre, on a eu un peu tout ce qu'on a pu analyser sur le long de l'année. Mais il y a une équipe qui est retombée dans des travers qui lui ont coûté le match, malheureusement. On va dire ça comme ça pour résumer globalement. Ouais, on a eu un Monaco très appliqué sur le début de match, et malheureusement, en fin de première mi-temps, ils ont laissé un espoir au Fenerbahçe où ils ont été moins dedans offensivement, il y a eu moins de rythme, ils ont commencé à donner des signaux négatifs sur du jeu un peu individualisé, sur un peu plus de 1 contre 1, mais mal utilisé. Et puis tous ces petits combats perdus, j'ai en mémoire le petit N1 de Devon Hall quasiment sur le buzzer avant la mi-temps, où ça permet de redonner un peu d'avance au Fenerbahçe. Il y avait eu à la fin du premier quart-temps aussi, je crois, une espèce de faute un peu bête où les mecs De marquent. même JT, ouais. Et après, la deuxième période, le troisième quart-temps s'équilibre, mais on est quand même sur une sensation où Monaco est dans un temps faible, où plus rien ne va, on ne les reconnaît plus, ils sont plus sur du passing game comme on avait l'habitude de voir, où Mike James se cache un peu, où Alpha Diallo commence à enchaîner les fautes, il y en a eu 2 d'affilée à un moment donné. Et alors le dernier quart-temps, ça a été vraiment l'explosion totale, 27-19 au niveau du scoring. Là où Jasikevičius, lui, avait très bien ciblé les joueurs en forme. On a eu du Wade Baldwin, on a eu du Devon Hall à un moment donné, on a eu du NHD quand ça comptait un petit peu plus ou quand il fallait mettre des points proches du cercle. Et puis on a la masterclass, entre guillemets, surtout sur la deuxième période de Marko Guduric, qui finira par mettre ce 3 points assassin sur la tête de Daniel Theis, pour un petit peu mettre le couvercle sur tout ça. On a comme tu le disais, on a quand même vu ce qu'on a eu toute l'année. Monaco capable de bonnes choses, mais de couler, et le Fenerbahçe en contrôle total. Du coup, une des questions, est-ce qu'on peut dire que Jasikevičius a outcoaché Vassilis Spanoulis au moins sur ce match-là? Je serais pas aussi dur parce que on parle souvent du fait des coachs qui arrivent un peu de nulle part et qui reprennent un effectif comme ça.
mais on va pas, en même temps, on va aussi repointer du doigt ce qui a été dit en live. Je trouve qu'il y a eu des moments où Monaco aurait dû proposer autre chose. Que ça soit par tu l'as dit en live notamment, on n'a jamais vu la paire Calathes-Mike James ensemble. On n'a pas vu la moindre minute de Georgios Papagiannis, qui pourtant est un ancien joueur du Fener, qui apporte beaucoup de taille, de mobilité, de tir extérieur, et il aurait pu être une véritable option autre que Daniel Theis. On n'a pas vu beaucoup de choses après la deuxième période, et on a eu ce sentiment qu'ils se sont enfoncés dans les travers que Vassilis Spanoulis justement a essayé de délayer un peu tout au cours de son exercice de saison régulière. Dans le sens où au final c'est les individualités qui ont essayé de se révéler. On a essayé de tricoter. On s'est perdu complètement dans le jeu qu'on devait appliquer. Et on finit par prendre l'eau, par râler. On a eu beaucoup de Daniel Theis qui s'est plaint sur les arbitres en fin de match. On a eu du Mike James qui a forcé, qui a jamais essayé de trouver les autres. Et on est retombé sur un Monaco qui fait pas de passes, qui perd plus de ballons et qui lâche des saucisses en fin de possession parce que en face ça s'est ajusté, ça a mieux cadenassé et parce qu'au final tu deviens imprévisible. Donc out-coaché, j'ai pas le sentiment pour autant, mais peut-être pas assez ouvert sur sa rotation, pour ce pourquoi on l'a encensé pourtant toute l'année en disant il a enfin inclus tout l'effectif. Et bah là, pas. On n'a pas eu de Terry Tarpey. Moi, je retiens Papagiannis à moins d'une raison particulière, contractuelle, physique, santé. Gêne, blessure, Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Et j'essaie de revoir un petit peu les temps de jeu. Jordan Lloyd n'a pas eu d'impact, donc on ne peut même pas forcément le pointer du doigt. Mais vraiment très particulier. Je veux dire, Vito Brown aussi en début de saison a apporté beaucoup de tirs à 3 points. On ne l'a pas vu on ne l'a pas vu sous Spanoulis, et au final, voilà, tu fais 13 passes décisives, ce qui doit être à peu près 10, 12 de moins que ce que tu produis sous l'ère Spanoulis, et t'es à 14 pertes de balles, ce qui est beaucoup trop. Et de perdre un match quand t'es à 43% à 3 points, ça fait mal quand même. Et la stat est peut-être juste à côté quand on regarde le box score, c'est ce 38,1% à 2 points. Ouais. Et l'analyse qu'on faisait en avant-match avec les analyses de Clutch Data, nos amis de chez Clutch Data, où on disait sur le short mid-range du côté de Monaco, ils y vont, le Fenerbahçe laisse ses adversaires s'en approcher, mais par contre le Fener le défend plutôt très bien. J'ai plus exactement la stat, mais ils étaient 5e dans cette ère-là du terrain. Et finalement, on le voit, on a eu pas mal de garçons essayer d'y aller proche du cercle ou pas très loin, mais qui ont été très bien gênés, très bien fermés. Ça a été un véritable calvaire et on se retrouve avec un Mike James à 4 sur 12 à 2 points. Cata. Qui est complètement cata, 2 sur 7 à 3 points, là aussi c'est cata, et un Monaco qui n'a pas pu développer le jeu voulu. Tu avais mis un petit pari sur couper un peu Daniel Theis, et on n'arrête pas de le dire depuis l'arrivée de Spanoulis, mais c'était un petit peu leur axe fort de trouver Daniel Theis sur le short roll. Au début, il est même popé, il a marqué un 3 points, on s'est dit il y a peut-être une solution là. Et à un moment donné, le secteur intérieur ne voyait plus un seul ballon. Daniel Theis pouvait essayer de prendre position, il ne voyait pas le ballon. Mam Jaite, pareil. Et pourtant, souvent, alors que la défense du Fenerbahçe switchait, il n'y arrivait toujours pas. Guduric a réussi à gêner, à voler un ballon à Mam Jaite. Et les petits, finalement, n'étaient pas un poids sur les mismatchs. Et Monaco n'osait même plus donner la balle à l'intérieur. Donc ils se sont enfermés dans un jeu qui n'était plus à eux. Symptomatique, ce temps mort de Vassilis Spanoulis que tu as traduit en live, où il dit clairement Mike James, maintenant, pick and roll et joue pour ta gueule, quoi. Ce qu'il a fait à mauvais escient, on a vu dès la première action forcée à 1 contre 3, et ce qui condamne un petit peu ce Monaco. Je te pose une autre question, du coup, je t'en ai parlé en live. Est-ce que Monaco a pâti du fait d'avoir surperformé face à l'Olympiakos? Dans le sens où la copie a été parfaite. Et est-ce qu'ils se sont pas un petit peu perdus à avoir justement trop bien fait sur la demi-finale, ce qui leur a peut-être coûté
sur ce Final Four. Peut-être avoir perdu un peu d'influx nerveux, effectivement, et de se retrouver si proche d'un titre. Galvanisé. Ils venaient de passer une étape de plus. Ils avaient raté le coche, ils ont passé cette demi-finale. Et tu sais, c'est un petit peu le syndrome qu'avait eu l'équipe de France. À un moment donné, ils avaient tapé l'Espagne, ils s'étaient fait taper derrière Par la en finale. Serbie, ouais. Voilà, et finalement, c'est peut-être l'avenir qui nous dira si cet effectif a retenu la leçon. de la Ils chance, reviendront probablement et avec beaucoup plus d'expérience. On en a parlé aussi durant cette finale. Quand tu regardes l'effectif, il y a des très bons joueurs, des gros soldats, mais finalement très peu d'expérience dans ces hautes sphères, si ce n'est le coach et Nick Calates, qui eux avaient un petit peu toute cette expérience. Donc ouais, ils ont peut-être laissé un peu d'influx nerveux parce que leur copie était très bonne contre l'Olympiakos et éliminer le premier de la saison régulière était déjà un exploit. Malheureusement, ils se retrouvent en finale contre une équipe qui avait tous les arguments du monde pour les embêter, tous les arguments pour répondre aux défis physiques, à l'intensité et surtout, on l'appelait de nos voeux aussi, c'était ce duel de coach. Et là aussi, déjà, rien que dans la présentation du match où on nous annonce que d'un côté, il y en a un qui en a gagné 3 et l'autre qui en a gagné 4 en tant que joueur, tu sais qu'à un moment donné, eux, ils ont tout ce qu'il faut pour proposer des problèmes à l'autre. Donc oui, peut-être que Monaco s'est laissé avoir par l'événement. Et j'espère en tout cas reviendra plus fort bientôt. Bah, ils se sont défaits du bourreau Olympiakos qui leur avait causé tant de tort et tant de mal. Bah voilà, une étape de passé. Ils font leur première finale d'Euroleague et bah ils l'ont perdu. Et il y aura une nouvelle expérience à aller chercher derrière, peut-être avec Nikola Mirotic. Qui est annoncé. Dès la fin du match, les premières rumeurs ont été directement postées sur les réseaux sociaux et ça serait fait. L'arrivée de Nikola Mirotic sur plusieurs saisons. Voilà, il n'aura pas peur des fans monégasques. En tout cas, il n'aura pas besoin de faire demi-tour. Lucas, on en a parlé. Sarunas Jasikevičius. Ça y est, enfin. Il met la main sur ce trophée qu'il attendait depuis si longtemps. Il était sur 5 Final Four consécutifs. Il était sur 6 Final Four en carrière. C'est la bonne. Il réussit son pari. L'année dernière, on se disait, ah bah tiens, avec un effectif qu'il n'a pas construit, il va peut-être le réussir. Ça s'était arrêté. Pareil en demi-finale. Cette fois, c'est la bonne. On l'avait plutôt bien senti dès la preview. Oh way, when? 6 months ago. La signature, Lucas. Qui te marque sur ce mercato? Ça va être dur quand même de D'en de ressortir pas qu'un, évidemment. de pas parler de Will Baldwin. Je vais d'abord placer, et j'ai très hâte de voir ce que va faire Devon Hall dans tout ce petit mix arrière et surtout sur les tâches défensives. Et évidemment, le taf que va nous faire Nicolo Melli de retour. J'ai presque envie de dire au Bercail, tu vois, parce que Milan, c'est pas un Bercail pour personne. Ça, c'est placé. Là, s'il reprend les travaux de l'année dernière dans l'effectif qu'on a vu, on va dire, sur la dernière partie de saison, je suis le Panathinaikos, je suis l'Olympiakos, je suis le Real Madrid, je me dis, on est dans la merde. Vraiment. Pour moi, l'année dernière, c'était déjà un peu le cas, mais on peut parler de favoris au titre. Là, il y a un peu d'affect parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on aime bien, et une fois de plus, c'est facile de se lancer dans un exercice où on n'a encore rien vu. Mais là, l'objectif, c'est la finale, là. Pas le titre, comme tout le Oui. monde. Mais si tu vas pas en finale, tu peux dire que ta saison a été foirée. Sinon, je vous renvoie vers la vidéo preview de début de saison où on se disait, si ça clique, ça peut aller loin. Toi, Lucas, tu as très vite dit que ça pouvait faire un très bon champion. On s'est même fait un petit peu tailler en nous disant, oulala, le Fener en finale, c'est peut-être un peu trop. Ça y est, Jasikevičius là. Qu'est-ce que toi, tu as comme réaction face à cette victoire du coach lituanien? Alors déjà, bah, bravo à lui, ça nous mettra un peu de beurre dans les épinards bien acides qu'on a pu avoir à son sujet. Ce que je vais retenir, et c'est toujours le même constat que j'aime bien faire à la fin de la saison, c'est de se dire, telle équipe est championne Euroleague, quelle a été la clé de la réussite pour eux?
et qu'est-ce qu'on peut en retenir et qu'est-ce que ça va infuser sur tout le reste de l'équipe de la ligue. Et je trouve que si on étend un peu sur toute la campagne de playoff, les coachs et les équipes qui sont allés loin sont des coachs, des putains de cerveaux de ce game, tu vois. Je vais même te prendre Luca Banchi qui a réussi à saouler Kendrick Nunn sur toute une série, à Juan Peñarroya qui a réussi à se renouveler et à pousser Monaco en Game 5 alors qu'il manque 14 000 joueurs dans l'équipe. Il a réussi à sortir Hernan Gomez que toute l'année on ne l'a absolument pas vu. Tous ces mecs-là ont des idées. On mérite d'avoir des idées, peut-être parfois de mourir avec, mais c'est des mecs qui réfléchissent. Ergin Ataman n'est pas une personne qui réfléchit, il n'a pas gagné cette année. Chus Mateo n'est pas une personne qui réfléchit, il n'a pas gagné cette année. Thiago Splitter a peut-être des idées, il ne les a jamais mis en place et il n'aura pas gagné cette année. Ce que je retiens, c'est qu'au final, les mecs qui sont allés les plus loin sont des coachs, la plupart du temps, anciens joueurs ou très proches du basket, et qui ont tendance à vouloir vraiment appliquer les règles de A à Z. Et peut-être pas de la manière aussi stricte qu'un Jelko Obradovic, mais quoi qu'il en soit, les mecs posent sur la table la planchette, disent « Vous allez lire ce putain de PDF de 572 pages, vous allez le répéter par cœur, ça va vous saouler, mais regardez où on va aller. » Et je pense que ça peut peut-être sauver l'Euroleague d'une américanisation de ce basket, de dire « Regardez, quoi qu'il arrive, les mecs qui gagnent, c'est des mecs qui stick to their ideas, qui vont rester un peu bornés, ce qui leur provoque justement des critiques. Mais je veux dire, tu vois, même des Gordon Herbert cette année, c'est des mecs qui sont allés loin dans la compétition parce qu'ils ont posé leur idée de A à Z. Et j'espère grandement que c'est ce qui va arriver à être infusé avec des mecs comme Jasikevičius ou même du coup Spanoulis sur les années à venir. Ouais, on en parlait un petit peu. C'est vraiment l'arrivée d'une nouvelle génération de coachs dans la façon de voir le jeu, dans la façon de gérer les équipes. Et je crois que Jasikevičius, c'est l'accomplissement de cette nouvelle génération qui lui a un petit peu plus d'avance, mais il y arrive. Et vraiment, il aura été dur avec ses joueurs, mais je crois que ce soir, ils auront bien tous rendu, hein. un regard voilà, très, très gentil vers cette figure paternelle, je pense, dans le vestiaire. Il va les chouchouter. Et tu peux renvoyer l'interview que tu avais fait avec Léo Westermann qui disait que c'était un homme qui était étriqué, rigoureux, méticuleux, mais qui savait donner un peu de marge et qui justement offre un cadre. Mais au final, le plus dur, c'est au final savoir s'y adapter, accepter. J'ai mes mots en anglais, mais c'est grave. Pencher un peu, courber les chines, et puis peut-être après la relever pour soulever le trophée, quoi. Et le parfait exemple, on va être assez clair, même si ce soir il finit qu'à 8 dévals, mais c'est Wade Baldwin. Il arrive en tant que chien fou au Maccabi, une saison incroyable où il a vraiment toutes les clés en main. Et là, on se dit, attention, il y a Jasikevičius qui est très fermé, qui est très strict dans son cadre. Et on a vu une évolution, l'évolution d'un joueur, d'un homme aussi, je pense, qui, à mon avis, a pris 10 ans d'expérience sur cette saison. Et qui ce soir, dans le match proposé, à un moment donné, il se dit, ok, c'est mon tour. Là, j'ai 5 minutes. minutes. Me fait confiance. Et sur ces 5 minutes, il a fait du mal à Monaco. Il a mis des mid-range, il a mis des 3 points. Et il a éclaboussé de son talent sur très peu de temps, mais c'était le moment où on lui a donné une fenêtre de tir, où Jasikevičius lui a dit allez, c'est à toi. Et il a répondu présent. Et pour moi, c'est vraiment l'image de l'évolution de Jasikevičius où on se disait oula, il va recruter un mec comme ça, attention. On parlait même d'ego à un moment donné. Et je crois que là, le résultat est clair. En tout cas, je revois tous les noms. Là, j'ai le box score, je vois tous les noms de l'effectif. Et en fait, je me dis, mais chacun a réussi à trouver sa place. Chacun a réussi à piquer au bon moment, à intervenir au bon moment. Biberovic, il fait -2 déval ce soir, mais il a été tellement bon sur les matchs d'avant. Il a été tellement utile. Devon Hall a été constant sans être trop non plus. Guduric, à un moment, on se dit putain, mais il est presque en train de disparaître. Et là, il fait 27 déval dans une finale où il met des tirs de ouf.
Bravo à Jasikevicius qui a su se réinventer, qui a su revenir encore et encore en respectant ses fondamentaux, ses idées. Léo nous disait qu'il savait s'adapter aussi au groupe qu'il avait. Et ben, il a eu raison sur toute la ligne. Mea culpa pour toutes les fois où on l'a taclé un petit peu, où on allait le titiller en se disant tiens, il revient au Final Four, il va encore se rater avec tous ses gars, les Shanley, etc. On se disait voilà. Ce soir, il a fermé nos bouches, beaucoup de respect envers ce coach. Lucas, on peut presque même arriver sur la fin. On va quand même parler du MVP du Final Four, Nigel Hayes-Davis. Un dernier match sous forme de points d'exclamation, 23 points. Avec un 3 sur 11 à 2 points, un petit peu, mais 9 rebonds, 2 interceptions, 1 passe, 7 fautes provoquées, 30 dévals. Il est le MVP de ce Final Four où il avait fait 12 dévals contre le Panathinaikos. Finalement, rien d'étonnant. Non, je l'aurais donné personnellement à Marko Guduric qui a été le véritable assassin de cette rencontre. Et j'ai toujours du mal à me dire, alors c'est beau de provoquer cette faute, de faire 14 lancers francs, mais sur le match, l'impact est nul. Et pas nul dans le sens mauvais, il est presque inexistant. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques lancers francs qui ont été aussi donnés par les décisions arbitrales. Il y a eu des fautes techniques et compagnie. Mais moi, j'en retiens que le trophée, déjà l'année dernière, ça m'avait titillé un petit peu. Je l'aurais donné à quelqu'un d'autre que Kostas Loukas, peut-être un pivot français qui méritait énormément aussi sur la rencontre. Mais j'aimerais bien qu'on redéfinisse clairement ce que veut dire le joueur du Final Four. MVP du Final Four, ouais. Je préférais MVP de la finale, tant qu'à faire, qu'on me dise oui, bah c'est le meilleur pire, c'est le meilleur scoreur de la rencontre, très bien, j'accepte. Mais pour moi, le MVP dans la Final Four doit être une personne qui s'est illustrée sur la demi-finale et sur la finale. Et dans ce cas-là, j'aurais peut-être une autre définition. On peut très bien parler de Devon Hall aussi. Mais ouais, ça se joue à pas grand-chose, je pense, pour Marko Guduric, qui est, on va dire, à moitié récompensé du joueur du match, ce qui est aussi bien, mais l'histoire ne le retient jamais. Donc voilà, Nigel Hayes-Davis, c'était un joueur que j'adore, je suis content pour lui. Il obtient aussi un trophée important dans sa carrière où il aura bourlingué énormément. Donc voilà, Lakers Legend qui gagne l'Euroleague, c'est beau, voilà. Et finalement, moi, ce que je vais retenir aussi de cette attribution de trophée pour NHD, c'est vraiment aussi récompenser sa saison. L'année de patronat. Ouais, il a vraiment été le leader de cette équipe tout au long de la saison. Il a eu des grands moments durant l'année et finalement ça tombe à point nommé, même si effectivement après on peut jouer sur la notion de MVP. Pour terminer, entre guillemets, un clin d'œil à Devon Hall. On t'en a parlé. On l'a call très tôt, on l'a vendu très tôt à son arrivée au Fenerbahçe. On a dit vous allez voir, ce garçon a beaucoup de talent, il va apporter plein de choses. Il s'est révélé cette saison, il a été très constant, 18 et 14 dévals sur le week-end, donc effectivement ça aurait pu parler dans un MVP de Final Four. C'est notre chouchou, c'est un petit peu notre bébé, c'est aussi pour nous le travail de scouting qu'on fait toute l'année en fait à regarder des matchs, à analyser des joueurs que tout le monde ne voit pas ou qui n'ont pas le même prisme d'analyse. C'est pas pour se jeter des fleurs, mais voilà, c'est vraiment notre petit protégé. Et puis alors vraiment le voir gagner, le voir briller, et puis ce Tomar qui met dans le match, ça a été celui-là vraiment, ça a été notre pareil, la cerise sur le gâteau. Nicolo Melli en larmes aussi sur la fin, il gagne son Euroleague après tant d'années, il est revenu au Fenerbahçe. Les deux ont quitté Milan, on remettra une petite fléchette à Messina s'il faut. Mais voilà, tous ces petits joueurs, on vous a dit attention, ils vont avoir des rôles, ils vont être importants. On les voit gagner ce soir et c'est vraiment un kiff en fait. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est pas pour jeter des fleurs, mais on passe beaucoup de temps à regarder des matchs. On fait ça sur notre temps perso parce qu'on aime ça, parce que c'est aussi une manière à nous de nous exprimer et de pas laisser ça prendre la poussière bêtement.
Mais en fait, on prend un plaisir réel, pas pour l'ego, mais de se dire que tous ces moments passés devant l'écran, sacrifiés au prix d'autres choses, parfois apportent une value, que ce soit pour nous ou juste des amis, de se dire: «Ah bah oui, on avait peut-être bien senti le truc», et bien sentir un sport, ça reste quand même hyper subjectif. Parce qu'on est loin du terrain, parce que ça reste quand même 10 personnes sur un parquet qui s'expriment de manière complètement différente. Et ouais, c'est toujours beau. Moi, ce que je retiendrai de ce titre du Fenerbahçe, c'est que il y a des mecs dans cette équipe qui l'ont mérité, mais vraiment au fil d'une carrière. Niccolò Melli, c'est absolument magnifique de repenser à tout son parcours, ces années où vraiment il s'est révélé côté Fenerbahçe, la montée en puissance avec l'Italie, le départ vers les Pelicans, pour au final un peu traîner des pieds, retrouver une place, être encensé par absolument tout le monde, mais ne jamais gagner et au final l'obtenir comme ça. Et de se dire que peut-être ce mec-là finira avec un palmarès moins scintillant, mais avec beaucoup plus de valeur que Mike James. Et ça veut dire beaucoup de choses. Être un champion, du moment où tu gagnes, tu rentres dans cette caste de grands et tu rentres dans ce truc dans le monde du basketball, il fera partie des 0,5% de joueurs qui ont gagné un titre majeur de ce sport mondial. Et ça, c'est énorme. Et je pense aussi, je l'ai dit tout à l'heure en live, à Eric McCollum qui est arrivé presque sur un cheveu sur la soupe au dernier moment dans une saison régulière. Tu peux penser à des mecs comme Devon Hall aussi qui se sacrifient. Tu peux penser à Cambridge qui s'est fait hurler toute l'année, qui au final a tenu bon et fini avec un trophée entre les bras. Et ça rappelle une seule chose, c'est toute la dévotion, toute la négation que ça demande. Quand nous on regarde ça derrière notre télé, on ne voit que 5% de ce qui est réalisé au fil d'une année. Et c'est toujours beau, et c'est toujours beau de voir justement ces émotions et les mecs craquent, quoi. Ouais, c'est clair, tous ces sacrifices consentis. Et on se le disait en live, et c'est très réel, mais Jasikevičius, il vient de changer des carrières, des vies. Ce groupe sera jamais marqué pour l'éternité de ce qu'ils ont accompli, et c'est très très fort. Je crois qu'on a fait le tour, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, une anecdote, un truc que tu as vu. C'était donc le dernier épisode de la saison de cette saison 2024-2025. Sauf si vous le souhaitez, on pourrait faire un espèce de gros bilan de la saison avec ce qu'on a retenu, etc. Mais en tout cas, on finit sur le titre du Fenerbahçe pour cette année 2025 dans une Euroleague qui est vouée à changer, à évoluer, puisque dès la saison prochaine, on devrait passer à 20 équipes. Et ensuite, il y a le projet NBA Europe qui débarque. Donc finalement, cette victoire du Fenerbahçe, c'est peut-être la dernière dans un format qu'on connaissait depuis tant d'années. Bravo à Jasikevičius, bravo à ces hommes, bravo à tous. Merci à vous de nous avoir suivis toute la saison, dans les bons comme les mauvais moments. Il y a pas toujours eu que des super épisodes ou des périodes où on a été tout le temps présent. Comme l'a dit Lucas, ça nous prend du temps, c'est du temps sur du perso, au prix de certains sacrifices, nous aussi, mais on l'a fait. On a encore bouclé une saison tous ensemble. Cet été, il y a le mercato forcément qui va animer nos discussions. Il va y avoir plein de choses. Il y a l'Eurobasket sur lequel on gardera un œil, même si on s'emballe pas tout de suite. On n'a pas prévu de faire quelque chose autour de l'Eurobasket, mais on va prendre un petit peu de temps pour nous aussi, et on revient très vite puisque ça y est, le mercato est définitivement lancé, avec un petit Jay Shorts vers la Grèce et un Nikola Mirotic vers le Rocher. Lucas, merci de m'avoir accompagné une nouvelle fois. Merci à toi. On se retrouve très vite. Et comme d'habitude, allez regarder du basket avec passion. Il y en a pour tout le monde et tous les goûts. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao. Merci et ciao.